Bonjour à tous, bienvenue à la première rencontre de ce premier cycle qui va inaugurer la saison 2021-2022 des cycles de rencontres muséaux de Métis. Et en attendant que tout le monde se connecte doucement, je vous présente en avant-première presque le programme de l'année. Voilà, nous vous accueillons donc sur cette première séance. C'est bon, je ne partage plus mon écran, on est d'accord. Hop. Et donc je suis ravie d'introduire cette première séance du cycle relatif à la création au sein des musées, créé par donc Marie Buisson et Lina Ulit. Pour ceux et celles qui nous rejoignent pour la première fois, l'association Métis, c'est une association de valorisation de la recherche en muséologie, dont la mission est entre autres de faire se rencontrer les professionnels, les étudiants et les chercheurs du secteur muséal. En d'autres termes, l'idée c'est de constituer un pont afin de faciliter la circulation des savoirs. Au-delà de l'organisation de ces événements, donc, dont vous avez vu la programmation dans la vidéo, l'association publie régulièrement des ressources en lien avec les thématiques des rencontres, mais également en lien avec l'actualité du secteur. Donc, vous retrouverez sur le site internet metislab.com notamment les captations de l'ensemble des rencontres passées et futures et les comptes rendus détaillés donc, qui sont publiés quelques semaines après chaque rencontre. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux. Donc, on a LinkedIn, Instagram, Facebook et donc notre chaîne YouTube où vous retrouverez les captations pour vous permettre de récolter nos différentes informations. Avant de passer à la parole à Lina, je vous informe que vous pouvez poser vos questions pour le temps d'échange qui se situera à la fin de la rencontre, tout au long de la séance, via le petit onglet discussion ou converser en fonction de la version de Zoom que vous avez. Et donc, vous pouvez poser à l'écrit vos questions et nous, on les retransmettra à la fin. Et si vous préférez, vous pourrez aussi demander la parole et on vous ouvrira votre micro. Et je passe donc la parole à Lina. Et je vous souhaite une très belle rencontre. Lina, tu es en muet pour info. Lina a disparu. Marie, est-ce que tu veux récupérer la parole? Tu es en muet. Oui, mais Nina doit être normalement là. Bon, du coup, je vais juste commencer à présenter, à introduire donc non pas trois, mais quatre intervenantes donc, pour cette première session du premier cycle de l'année 2021-2022. Donc, on va s'intéresser donc, notamment aux lieux de création, mais aussi de recherche, donc qui se parlent totalement entre eux, mais sont totalement interdépendants également. Donc vraiment dans une idée de progression, un développement du propos en fait qui va venir dès le début, puisqu'on va d'abord étayer le sujet sur l'aspect historique, disons théorique,
mais aussi l'aspect appliqué en tant qu'expérience de terrain, donc le studio, l'atelier, pour arriver à un regard beaucoup plus large, décentré, dans un cadre, disons, géopolitique, avec donc les deux intervenantes qui vont parler, disons, en tandem, en duo. Donc, on a beaucoup de chance, du coup, d'avoir ces quatre intervenantes donc, qui ont pu être choisies justement pour leur intérêt, pour leur regard vraiment centré de manière autant dans la recherche que de manière vraiment appliquée en fait dans l'institution, donc autant dans les galeries que dans les expositions en tant que musée ou dans les centres d'exposition. Donc on a vraiment ces deux thématiques qui sont vraiment en plus liées à l'identité, je dirais, de Métis, donc qui est vraiment de lier les deux. Donc dans un premier temps, même si Marie, je suis là si jamais. Oui, Désolée, il y avait un souci technique, donc bah, du coup, je finis juste de présenter les personnes. Donc, la première intervenante, donc, ça sera Anne Horvath, qu'on représentera juste avant l'intervention en tant que telle. Voilà, donc, qui travaille actuellement au Centre Pompidou-Metz. Voilà, et dont l'intérêt est notamment justement de travailler entre la recherche et tout en ayant un regard totalement institutionnel et de terrain en tant que commissaire d'expo. Voilà, qui, elle, nous fera justement une belle introduction, même plus que ça, donc sur l'atelier, donc comment il a pu passer et peut encore passer du lieu intime où se développe autant la création que la sociabilité avec les autres artistes, à parfois une institution donc, qui devient muséale, donc ouverte à différents publics. Voilà, donc vraiment en tant que transposition, transformation et du lieu et de l'entité de l'atelier, du studio en tant que tel. Ensuite, donc, on accueillera donc Victoria Commune. Donc, il y a également une riche expérience de terrain avec divers artistes, dont notamment Miguel Barcello, dont on reparlera tout à l'heure. Voilà, et là, donc, après avoir travaillé, oui, plus de 10 ans avec l'artiste, mais aussi plus récemment avec l'artiste contemporaine Prune Nourri, voilà, on a vraiment aussi, l'idée était de mettre en avant l'expérience de terrain, voir l'organisation, autant sur l'aspect fonctionnel que dans les échanges avec les artistes, que les lieux justement d'exposition ou encore d'acquisition. Et enfin, donc, c'est à ce moment-là où on a les deux intervenants, donc Océane Saï et Alia Zahal, donc, qui sont commissaires, doctorants, donc toujours aussi un peu ce pont entre la recherche et justement l'aspect disons, de terrain technique et en même temps de recherche appliquée, voilà, qui travaillent notamment ensemble depuis 2016 sur nombre de projets et sur lesquels on reviendra. Donc, de la même façon, là, on a quand même beaucoup de chance de les avoir avec nous et on va pouvoir avoir des points de vue vraiment divers entre justement ces différentes thématiques et qui vont nous amener justement à ouvrir notre propos sur la diplomatie culturelle et donc ces ateliers, ces échanges entre les artistes, etc., en tant vraiment qu'enjeu de développement pour eux-mêmes, mais aussi pour les différents territoires. Lina. Merci Marie. Juste avant donc de passer la parole à la première intervenante, je voudrais revenir 5 minutes sur la problématique pour rappeler comment on a pensé cette séance et le cycle en général. Donc il y a 5 ans, il y avait un colloque qui était organisé, d'ailleurs Océane en faisait partie, sur la définition du musée dans le monde et lors duquel nous nous sommes tous penchés sur les composantes qui nous interpellaient les plus. C'était le but non lucratif de l'institution muséale et puis la place de la recherche au sein du musée. Et donc, on s'est aperçu très vite que la recherche au musée posait plein de questions. Et alors, c'est quoi cette recherche? Comment on la comprend? Est-ce qu'on peut mettre un signe d'égalité entre la recherche académique et telle qu'elle est comprise au musée? Donc, suite à ce questionnement-là, qui n'était pas du tout évident à aborder avec les partenaires dans le monde de la pratique, parce qu'il provient plutôt du questionnement de la recherche. Il y avait un deuxième colloque qui était donc ciblé plus sur les lieux
et on l'a intitulé Les lieux où on pense, qui forcément nous a obligés de questionner plutôt les statuts. Donc, par contre, les réponses, je dirais que donc il y a un ouvrage qui vient de sortir qui continue cette réflexion et qui dit aujourd'hui que à l'idée libérale d'un art engendré par la personnalité individuelle de l'artiste, par sa vision subjective, s'oppose toujours à l'exigence sociale d'un art au service de la communauté. Et donc la problématique se situe bien là. Parfois, l'esthétique permet un certain degré d'indépendance, mais la géopolitique de l'art, telle qu'elle est comprise aujourd'hui, est plutôt une étude des enjeux géopolitiques qui déterminent les œuvres d'art. Et cette expression peut également s'entendre, là je cite le dernier ouvrage et le premier qui apparaissent dans notre bibliographie qu'on a donné de la science, que la géopolitique peut aussi s'entendre dans sa dimension subjective. Alors, quelle géopolitique est l'art? Ou en quoi l'art est la géopolitique? Et la nouveauté aujourd'hui qu'on vit tous ensemble dans nos structures, c'est que dans l'œuvre contemporaine, tout peut devenir géopolitique, y compris la matière qui le compose. C'est-à-dire que les agencements de dispositifs de présentation et de représentation prennent davantage de l'importance vis-à-vis au sujet de la fonction de l'œuvre lui-même. Ce qui marque dans ce tournant, surtout, c'est l'usage qui est fait de l'art et de la culture pour améliorer la position du pays sur l'échiquier international. L'anticipation stratégique et le pilotage des crises mettent en avant par défaut la prise en compte des problématiques liées à l'aspect humain, aspect politique, environnemental et aussi juridique. Par exemple, gérer une situation aux enjeux juridiques oblige à savoir communiquer dans une situation où les enjeux judiciaires priment. De là, nous avons l'expression que la force d'une chaîne correspond à la résistance de son maillot le plus faible. Et nous, on veut exactement questionner cette échelle de l'institutionnalisation de la création et la recherche dans le monde muséal, avec une ambition d'observer le dialogue social à travers les exemples des studios et des ateliers aujourd'hui, ce soir, et aussi pour voir comment sortons de cette situation sensible et par quel type de partenariat. Pour le dernier mot, je nous invite tous alors de nous défaire légèrement des langages, enfin des discours formels que nous avons tant l'habitude plutôt de faire usage et d'ouvrir vraiment plutôt l'espace d'échange moins formel pour aller directement aux endroits où ça brûle le plus, parce que c'est pour ça suite à ce qui est dit, c'est pour ça qu'on parle de tension et ça sera très bien si on peut ne pas chercher à tout expliquer, ne pas justifier, mais juste voilà, de discuter directement les problématiques les plus brûlantes issues de cette situation. Voilà, donc Anne, la parole passe à vous. Merci beaucoup pour votre invitation. Bonsoir à tous. Donc, comme le disait Marie, je vais vous parler plus d'un aspect historique au départ. Attends, je vais juste partager mon écran. Voilà. Partir de 3 exemples historiques pour réfléchir sur cette idée de muséalisation de l'atelier et justement des conditions de présentation du cadre de l'atelier aujourd'hui dans un cadre institutionnel et tout particulièrement muséal. En fait, le point de départ de mes recherches au départ, vraiment pour vous raconter en 2 mots, c'était le projet de faire une exposition entièrement basée sur la collection du Centre Pompidou à Paris, qui partait de ce thème de l'atelier et de ce constat de Daniel Buren au début des années 70 dans un texte fondateur qu'il appelle Fonction de l'atelier, où il explique en fait à quel point pour lui il y a un paradoxe et une impossibilité en fait à
s'accomplir dans le cadre de son atelier, puisque quand l'œuvre sort de l'atelier, donc dans le cadre dans lequel elle a été créée, quand elle est décontextualisée, pour reprendre ces mots, quand elle est présentée dans un cadre muséal aussi avec d'autres œuvres, eh bien, elle perd complètement son sens, en tout cas le sens que l'artiste avait envisagé au départ. Et donc, c'est comme ça que Daniel Buren va se lancer dans toutes ses œuvres et ses créations in situ pour pallier ce désavantage de l'atelier. Mais depuis les années 70, évidemment, on n'a absolument pas assisté à un déclin de l'atelier, mais plutôt à tout un ensemble de réflexions et de préoccupations pour ouvrir l'atelier des artistes aux visiteurs, aux regardeurs, aux spectateurs, aux photographes, etc. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est que je vous parle de 3 exemples du début du XXe siècle, Constantin Brancusi, André Breton et Giacometti. Donc, pour commencer avec Constantin Brancusi, c'est l'un des exemples peut-être les plus évidents quand on pense à cette notion d'atelier au moment de la modernité. Constantin Brancusi, c'est un artiste d'origine roumaine qui arrive à Paris au début de l'année 1904. Et donc, 12 ans plus tard, il va s'installer Impasse Ronsin, qui est un lieu mythique au cœur de Montparnasse, qu'il va progressivement envahir de ses œuvres. Et ce lieu mythique, en fait, va être visité par un très grand nombre d'artistes, par un très grand nombre de critiques aussi, notamment par quelqu'un comme Man Ray, qui va expliquer à quel point il a été sidéré en visitant l'atelier de Brancusi, qu'il avait l'impression de rentrer dans un autre monde, qu'il avait aussi l'impression de rentrer comme dans une cathédrale. Donc, tout un ensemble d'artistes va graviter dans cet atelier. Et la particularité aussi de cet atelier, c'est que ce n'était pas du tout un lieu d'enseignement pour Brancusi, mais simplement un lieu de travail et de présentation de ses œuvres. Cet atelier, qui ne va pas quitter jusqu'à la fin de sa vie, donc en 1957, va connaître un tournant dans son organisation en 1920, quand sa sculpture Princesse X va être refusée au Salon des Indépendants. On va lui interdire de la présenter. Il va décider de ne plus présenter d'œuvres au salon, d'éviter le contexte très institutionnel des galeries, des musées pour présenter son travail, pour présenter en fait toutes ses œuvres dans son atelier. Et donc, à partir de là, il va créer chaque mobilier, qui est d'ailleurs un mobilier modulable. Les éléments que vous voyez ici sont tantôt des socles, tantôt des tables pour l'usage quotidien dans l'atelier. Il va penser tous les dispositifs de monstration de ses œuvres, donc les socles, mais aussi les fonds de couleurs que vous pouvez voir ici et qui ont été conservés au Centre Pompidou, avec lesquels Brancusi jouait en fonction du médium. Il choisissait différentes couleurs pour faire ressortir ses œuvres. Il va aussi par la suite, quand rares fois il va exposer son travail, être extrêmement précautionneux sur l'accrochage de ses œuvres, et notamment en 1922, quand son travail est présenté pour la première fois à New York, il va se plaindre de l'accrochage parce que toutes ses œuvres sont alignées face à un rideau plissé, et il est extrêmement déçu par cette présentation qui, selon lui, ne répond pas en fait à son art. Et progressivement, il va finalement renoncer au cadre muséal pour présenter toutes ses œuvres dans le cadre de son atelier. À la fin de sa vie, cet espace va même devenir un espace de mémoire, puisque après la vente d'une œuvre originale, Brancusi va garder ses plâtres intermédiaires ou ses tirages en bronze comme des doubles qui sont présentés sur les socles d'origine, parce que la plupart du temps, les collectionneurs qui achetaient ces œuvres ne souhaitaient pas acquérir les socles, afin de garder une trace de toutes les œuvres qu'il a pu créer dans cet écrin. Et donc, progressivement, ce lieu va devenir à la fois un lieu de création, mais surtout un lieu d'exposition,
où chaque pièce avait sa place et où le lieu de l'atelier devient un lieu indispensable en fait à la compréhension de son art. L'Impasse Ronsin, c'est un lieu mythique qui a connu un destin assez tragique, puisque c'est un lieu qui va être détruit dans les années 70, qui va être, pour des raisons, le lieu va être complètement délabré. Et dès les années 50, Brancusi et les autres artistes de l'Impasse sont menacés d'expulsion. Et Brancusi est extrêmement inquiet du devenir de ses œuvres et du devenir de ce lieu. Et il va léguer à l'État français en 1956 l'ensemble de son atelier, donc à savoir les outils que vous voyez sur les photographies ici, l'ensemble des œuvres, des socles, du mobilier, mais aussi sa discothèque, sa bibliothèque, son tourne-disque, enfin voilà, donc l'ensemble de l'atelier comme un tout, à condition que l'ensemble soit présenté de manière permanente, idéalement dans les locaux du Musée national d'art moderne, pour qu'il soit en fait accessible à tous à sa mort. Brancusi meurt une année plus tard et en 1962, une sorte d'atelier reconstitué partiellement de Brancusi qui ouvre au Palais de Tokyo, qui était le lieu où était accueilli le Musée national d'art moderne à l'époque. Et en 1977, au moment de la construction du Centre Pompidou, Pontus Hulten, son premier directeur, va aménager une reconstitution véritable de l'atelier à l'extérieur du Centre Pompidou, juste face au Centre Pompidou, pour pouvoir accueillir, comme il se doit, l'ensemble de ses œuvres. C'est un lieu qui va être fermé au début des années 90 parce que, sujet aux inondations, il va être reconstruit en 1997 dans la version que vous connaissez probablement aujourd'hui par Renzo Piano, dans un espace qui tente de reconstituer en quelque sorte l'atmosphère de l'Impasse Ronsin avec un jardin clos avant de pénétrer vraiment dans l'espace de l'atelier et puis une verrière qui permet de reconstituer la lumière zénitale. C'est aussi un espace d'exposition dans lequel il y a tout un ensemble de documentation autour de l'atelier de Brancusi. Et c'est un sujet qui a fait l'objet de plusieurs projets de recherche parce que c'était un sujet en tant que tel pour Brancusi, qui a lui-même photographié ses œuvres, qui les a lui-même mises en scène dans son atelier et qui a aussi tourné un certain nombre de films dans l'atelier. On voit cette danseuse justement danser sur les socles dans l'atelier comme un lieu véritablement vivant de création et de vie plus largement. Ici, c'était aussi pour vous montrer des exemples de mobilier et de moules des œuvres. C'est aussi un lieu, Brancusi souhaitait qu'il soit un lieu de transmission pour la postérité sur aussi les secrets de fabrication de ses œuvres, sur son atmosphère de travail. Et c'est en ce sens qu'il a aussi légué un ensemble de moules qui permettent aussi d'expliquer au public les différentes techniques de fabrication de la sculpture. Donc, c'est un lieu d'exposition, mais c'est aussi un lieu de réflexion pour les artistes contemporains. Et ici, vous voyez par exemple Lili Renaud-Dehar qui a organisé une performance au sein de l'atelier Brancusi en 2014. Le deuxième exemple dont je voulais vous parler, c'est celui de l'atelier d'André Breton, 42 rue Fontaine à Paris. Encore une fois, un atelier mythique dans lequel l'artiste va quasiment rester toute sa vie, qui a été immortalisé pour la première fois par Sabine Weiss dans la photographie que vous voyez juste à gauche. Et quand Julien Gracq parle de cet atelier dans un ouvrage qui lui est consacré, il raconte en fait que la tonalité générale qui régnait dans cet atelier, c'était plutôt celle d'un musée de province assez ancien, plutôt que de la collection d'un particulier, qu'on avait l'impression de rentrer dans un cabinet naturaliste, dans une réserve en désordre, dans un musée d'ethnographie, dans toutes sortes de choses à la fois. Et
ce mur de l'atelier qui faisait face au bureau d'André Breton peut vraiment être lu comme le reflet de la personnalité de cet artiste, écrivain, critique essentiel, histoire de l'art du XXe siècle et notamment du surréalisme. Et on peut y lire en fait toutes les imbrications de son parcours, de ses passions, toute l'histoire aussi du surréalisme. En fait, quand vous regardez cette œuvre, vous pouvez à la fois voir une grande toile de Miro au centre, qui était vraiment le plus surréaliste d'entre nous, écrira Breton, qui incarne vraiment l'apogée du mouvement surréaliste, ou à gauche, une toile de Picabia, qui, lui, incarne le moment où le dadaïsme et le surréalisme trouvent leur propre moyen d'expression et se séparent. Si vous regardez davantage dans le détail, on peut voir des objets de tous les pays du monde, des objets d'art primitif, d'Afrique, d'Océanie, des objets qui relèvent plus du musée d'histoire naturelle, des œuvres de Picasso aussi, enfin, voilà, toutes sortes de choses que l'artiste a progressivement accumulées, avec lesquelles il souhaitait vivre. Et ce qui est beau dans ce lieu, c'est que c'est une sorte d'anti-musée, puisque dans un musée, on essaye de classifier les choses de manière logique, avec un sens, avec un ordre. Et ici, André Breton, évidemment, il est absolument convaincu que la signification d'une œuvre d'art est vraiment déterminée par les œuvres qui cohabitent avec elle. Mais il préfère en fait créer une sorte de logique arbitraire, une logique d'écart, pour reprendre ces mots, pour créer des sortes d'étincelles en faisant naître du sens et de la poésie entre des objets qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ensemble. Et donc, cet atelier, c'est une sorte de condensé de l'esprit foisonnant d'André Breton. C'est vraiment aussi une tentative de subjectivité, hein. C'est sa vision très personnelle de l'histoire de l'art du XXe siècle, son approche de l'histoire de l'art que tous les artistes, les écrivains, ses invités pouvaient contempler quand ils lui rendaient visite. Donc, cette œuvre, qui se veut être un anti-musée, c'est paradoxalement retrouvé au musée national d'art moderne en l'occurrence, puisqu'il est rentré dans les collections du Centre Pompidou par Dation en 2003 grâce à la volonté de la fille d'André Breton, Aube Elouette Breton. Et il est maintenant exposé quasiment de manière permanente dans les collections du Centre Pompidou. C'est une œuvre qui se trouve être assez difficile à déplacer, et c'est une œuvre qu'on a demandé à plusieurs reprises pour être représentée à Metz sans pouvoir l'exposer finalement. Mais cette question justement de la transposition littérale de cet anti-musée au musée, d'un point de vue pratique, comme c'est aussi le sujet de la discussion aujourd'hui, peut poser beaucoup de questions en fait sur la légitimité que nous avons, nous, à dévoiler au public sous une vitrine l'environnement privé d'André Breton en l'occurrence. Et puis le troisième exemple dont je voulais vous parler plus en détail, c'est celui d'Alberto Giacometti. Giacometti, lui, va passer une grande partie de sa vie dans un atelier rue Hippolyte Mindron, à Paris, encore une fois, dans le quartier de Montparnasse. Et ce lieu, c'est vraiment un lieu mythique de création, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Giacometti va arriver dès 1922 à Paris et il va s'installer dans cet atelier en 1926. Et jusqu'à sa mort, il va y rester et vivre dans une forme de dénuement, s'il va progressivement agrandir cet espace et lui le moderniser en quelque sorte. Il va aussi créer un autre atelier qui est adjacent au sien pour son frère à la fin des années 20, pour qu'il puisse l'aider dans sa création. Mais il va vraiment rester dans ce cadre
jusqu'à sa mort, alors même qu'il aurait pu, compte tenu de son succès, trouver un cadre de création et de vie moins spartiate, plus confortable. Ce lieu, en fait, il va être représenté par un nombre très important de photographes. Giacometti va inviter de très nombreux artistes à représenter son atelier comme un véritable miroir de son art, mais aussi de son âme, de son mode de vie et donc de son mode de création. Donc, parmi ces artistes photographes, il va y avoir Man Ray qui va immortaliser à de très nombreuses reprises les œuvres individuellement de Giacometti. Il y a aussi Brassai, qui en 1948 va réaliser un reportage pour Harper's Bazaar où il publie notamment cette photographie où on voit les grandes figures de plâtre de Giacometti dans l'atelier. Brassai va aussi consacrer un chapitre entier de son livre Les artistes de ma vie à Giacometti. Élie Lothar va passer plusieurs années à suivre le travail de Giacometti dans l'atelier. Élie Lothar, c'est l'assistant de Germaine Krul à son arrivée à Paris. Et il va en fait réussir, selon Giacometti, à sublimer cet espace presque en accentuant la mise en scène effectuée par l'artiste. Et il va réaliser des centaines de photos de cet atelier qui sont aujourd'hui dans la collection du Centre Pompidou à Paris. Il y a aussi Robert Doisneau qui va réaliser cette photographie assez célèbre de l'artiste qu'on voit en plongée dans son atelier où le corps de Giacometti semble complètement se fondre avec ses sculptures au second plan. Et puis, une photo que je n'ai pas forcément mise ici, qui est celle extrêmement connue d'Henri Cartier-Bresson à la fin des années 30, rue d'Alésia, où on voit l'ombre de Giacometti qui semble similaire à ces sculptures se déplacer dans la rue et qui va être la photographie choisie par Paris Match en 1966 au moment de la mort de l'artiste. Donc, il y a de très nombreux autres exemples. Marc Vaux, qui est le grand photographe de Montparnasse, va aussi immortaliser son atelier. Sabine Weiss, de même, dans L'Œil, va faire un grand reportage en 1955. Vogue, en 1956, va aussi s'intéresser à l'atelier de Giacometti. Et je pourrais vous citer vraiment de très nombreux exemples. Et ici, ce que ça montre, c'est l'intérêt de cet artiste à révéler en fait le cœur de son processus créatif, où on voit vraiment aussi la vision pittoresque de l'artiste qui a contribué à sa légende, mais on peut suivre aussi la mémoire de son travail, puisque Giacometti travaillait vraiment dans un rythme de destruction-création, où il explique qu'il ne détruit jamais une œuvre volontairement, mais que le processus de destruction appelle en fait à une sorte de transformation de l'œuvre, à un processus de recréation. Et tout ce travail d'atelier, en fait, est vraiment immortalisé par le travail de ces très nombreux photographes qu'il a invités à venir partager son travail d'atelier. C'est un travail qui va être extrêmement important pour la postérité de Giacometti, qui va laisser, au-delà de son atelier rempli d'œuvres, toutes sortes de dessins préparatoires, mais aussi des dessins sur les murs de l'atelier qu'il a réalisé pendant près de 40 ans dans ce lieu incroyable. À la différence de Brancusi, ce qui est aussi assez étrange quelque part, c'est que Giacometti n'a jamais exprimé le souhait de conserver une partie de cet atelier pour l'avenir. Il n'a absolument pas préparé ce qui allait devenir de ce lieu à sa mort. Et donc, au moment de sa mort, en 1966, est effectué un inventaire de toutes les œuvres qui résident dans l'atelier. C'est son épouse, Annette, qui va hériter de la plupart des pièces. Mais il ne va pas léguer le lieu en tant que tel, ni obliger à la conservation de ce lieu dont il n'était pas propriétaire. Et Annette, qui va être expulsée de ce lieu à un certain moment, à la fin, dans les années 70, va retirer les œuvres qui sont peintes sur
comme des fresques sur les murs de l'atelier, va les prélever pour en fait à un moment reconstituer l'atelier de Giacometti. Et ce lieu qu'on peut visiter aujourd'hui a un statut assez particulier puisqu'il a été reconstitué en 2018, donc c'est assez récent, à la Fondation Giacometti, qui n'a pas pu faire l'acquisition de lieu original rue Hippolyte Mindron à Paris, mais qui a choisi un autre lieu, rue Victor Schœlcher, dans un ancien hôtel particulier qui était l'atelier d'un autre artiste décorateur qui s'appelle Paul Follo. Et donc, dans cet hôtel assez magnifique, ils ont rénové pour l'occasion, ils ont installé l'atelier de Giacometti dans une toute petite pièce qui reconstitue comme une capsule temporelle ce lieu qui sinon était voué à la destruction. Et donc ici, on est un peu dans la configuration de Brancusi, où l'artiste finalement se voit conférer un lieu comme une sorte de muséification de son atelier, mais sans qu'il ait véritablement exprimé ce souhait. Je pense que je vais m'arrêter là pour ne pas trop dépasser le temps. Je vous avais préparé plusieurs images, d'autres exemples, mais peut-être que s'il y a des questions tout à l'heure, on pourra ouvrir à d'autres exemples, peut-être un peu plus contemporains, un peu plus proches de nous, si vous le souhaitez. Oui, merci beaucoup Anne. Effectivement, et puis sur le site, on pourrait toujours mettre après les images si vous souhaiterez qu'on développe plus. Il y aura toujours la possibilité, donc c'est très bien. Je pense que maintenant, on pourrait passer à Victoria Commune. Comme ça, et ceux qui ont des questions, n'oubliez pas de les noter soit sur chat, soit gardez-les pour la fin. Comme ça, on va discuter tous ensemble après les interventions. Merci beaucoup et surtout merci pour cette invitation très courageuse parce que je préviens tout le monde tout de suite. Je n'ai pas du tout l'habitude de ce genre d'exercice. Je suis vraiment, comme le titre de mon intervention le dit, quelqu'un de terrain. Donc, je suis ravie de faire partie de cette rencontre et je remercie le courage de tout le monde de m'avoir invitée. Donc, comme on disait tout à l'heure, moi j'ai une expérience de travail dans les ateliers d'artistes depuis une douzaine d'années. J'ai côtoyé ces lieux de travail, ces lieux de magie qu'on peut penser en général. Et j'ai en particulier travaillé plus de 10 ans pour l'artiste catalan Miquel Barceló et récemment des missions plus courtes pour des artistes plus jeunes et avec des approches différentes. Mais il m'a semblé important de centrer mon intervention sur l'expérience dans l'atelier de Barcelone, qui quand même est un artiste important de notre siècle et du siècle précédent, on peut le dire aussi, et qui a plusieurs lieux de travail. Et moi, j'ai travaillé en particulier dans son atelier parisien. Donc, j'ai voulu jouer avec la métaphore du terrain, puisque c'est une expérience de terrain, et donc la métaphore de la géographie, et donc essayer de vous expliquer comment un atelier d'un artiste aujourd'hui fonctionne. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, on va essayer de se concentrer sur le lieu, le paysage, cette géographie physique du lieu. Et après, je vais essayer de vous expliquer qui peuple ce lieu si particulier. Et je vais essayer de finir, et il va falloir faire très, très vite en essayant de vous expliquer comment l'atelier est une interface entre l'artiste et le reste du monde. Et j'ai la chance d'avoir pu consulter pas mal d'ouvrages pour vous montrer ces photos-là, parce que comme Anne disait tout à l'heure pour Giacometti, et plusieurs photographes ont également photographié les lieux. Et donc, dans mon devoir de discrétion et de confidentialité et de respect du lieu, je ne pouvais pas montrer des photos privées, mais j'ai profité de tous ces photographes qui ont photographié le lieu. Et donc, vous aurez ce diaporama qui va montrer en boucle pas mal de détails et des images plus globales du lieu.
Donc, si on s'amuse avec la métaphore de la géographie et si on essaie de comprendre où un artiste contemporain situe son atelier aujourd'hui, de nos jours, c'est très important déjà, d'un point de vue macro, se dire que, par exemple, dans le cas de Miquel Barceló, qui est insulaire, qui est de Majorque, des îles Baleares, c'était pas évident ni une très bonne idée de centrer son activité à Majorque. Il fallait absolument, quand il a commencé à travailler beaucoup et à exposer dans le monde entier, que sa base se trouve dans une capitale, dans une ville importante et dans un lieu notamment bien desservi par des aéroports. Ça peut sembler ridicule comme point de départ, mais c'est très important que l'atelier, le lieu de production, de travail, mais aussi d'accueil des décideurs, puisse être facilement joignable. Donc, dans le cas de M. Barceló, l'atelier principal dans lequel j'ai travaillé pendant plus de 10 ans était à Paris. Donc, très bien parce que centre de l'Europe, capitale culturelle presque et depuis longtemps, et lieu d'accueil d'artistes depuis toujours qui travaillent et qui produisent à Paris et en France. Donc, la proximité des aéroports, la proximité des galeries, des institutions et de tous les acteurs de la culture est un besoin évident pour choisir l'emplacement de l'atelier. Après, on peut lancer des pistes et se poser des questions. Est-ce que les politiques européennes, est-ce que le Brexit, est-ce que tout ça va changer le lieu où les artistes s'installent? C'est des questions qu'il faut se poser et on commence à voir des conséquences. Et c'est le lieu où on situe l'atelier est également pertinent parce que l'artiste de nos jours bouge beaucoup. Bon, en dehors les pandémies comme celle qu'on vient de vivre, mais il faut que l'artiste puisse bouger. Et donc, la proximité de l'aéroport, encore une fois, est certaine. Et je peux dire que le sudoku des nombreux voyages qu'il faut organiser en très peu de temps, c'est pas évident quand il est dans une île et c'est plus fluide quand il est dans une capitale. Donc, outre cet aspect de l'emplacement macro de l'atelier, c'est les détails micro. Un atelier doit être accessible, les camions doivent pouvoir circuler dans les rues et les transports des œuvres doivent pouvoir se faire facilement. Donc, il y a des besoins évidents qui, aujourd'hui, avec les politiques des villes, commencent à poser problème. Donc, encore une fois, ça peut sembler dérisoire, mais toutes les pistes cyclables et la nouvelle façon dont on circule à Paris, c'est devenu un vrai problème pour le transport des œuvres d'art. Donc, beaucoup d'artistes commencent à quitter le centre-ville, outre pour des questions des problèmes du prix au mètre carré et du prix de Paris, mais aussi parce qu'il faut pouvoir bouger, il faut que les œuvres puissent bouger, il faut que les camions puissent accéder. Et donc, on voit de plus en plus des artistes qui vont vers la périphérie, non seulement pour des raisons financières, mais pour des raisons de circulation des œuvres. Donc, ça, c'est d'un point de vue extérieur à l'atelier. Mais après, comment est cet atelier, ce lieu magique qu'on peut imaginer et où se passent des choses incroyables? En fait, l'espace répond à des besoins très concrets. La lumière zénithale est la première nécessité. Et souvent, pour M. Barceló, c'était le lieu de travail privilégié, c'était des espaces où la lumière arrivait de façon zénithale. Donc, la lumière, les espaces qui doivent être en accord des évidences. J'ai ma connexion Internet instable, je suis désolée. Donc, le lieu doit répondre aux besoins des œuvres et aux besoins des formats et de la création de l'artiste. Et donc, par exemple, je peux dire que quand M. Barceló a eu des lieux plus grands ponctuellement, il a produit des œuvres plus grandes. Donc, plus on lui proposait des endroits avec de l'espace, plus les œuvres devenaient monumentales. Il a eu à un moment donné un atelier dans les anciens ateliers de la SNCF à Batignolles, et c'est là qu'il a produit celles qu'il avait fait auparavant. Ou par exemple, quand il a dû créer l'œuvre pour la Fondation Carmignac, un énorme tableau qui épouse 3 murs d'une salle, ça a dû se faire dans un énorme atelier. Donc, il y a un lien évident entre l'espace de l'atelier et les œuvres qui sont produites. Ensuite, concernant l'intérieur de l'atelier, on peut voir dans toutes ces photos que nous voyons défiler, ça a l'air très dans le désordre, très baroque et très mélangé. Donc, je rejoins l'idée qui était mentionnée tout à l'heure
de l'atelier qui peut être lu comme on lit la personne. On peut lire dans l'atelier la personnalité, les intérêts et les références de l'artiste. Et tout à fait un anti-musée. Mais ça peut paraître surprenant, mais tout ce désordre n'est pas du tout désordonné. Au contraire, répond à une organisation très précise. On s'amusait souvent à comparer l'atelier comme le cerveau et la tête de l'artiste. C'est-à-dire que là où on travaillait, bien évidemment, il y avait un bureau tout à fait banal avec des ordinateurs, des téléphones et des imprimantes qui détonnaient complètement avec le reste des ambiances, mais on était connecté à plusieurs salles et chaque salle répondait à un médium, à un travail précis de l'artiste. Par exemple, il y avait un espace de travail pour la gravure avec tous les modèles, comme les petites figurines qu'on peut voir dans cette photo-là, avec tous les modèles qui peuvent être utilisés par l'artiste. Il y avait une autre salle, c'était la salle des portraits. Une autre salle peut être la salle du rangement des carnets. Une autre salle peut être le lieu de travail des aquarelles. Et la salle la plus importante, le travail de la peinture. Tous ces médiums étaient répartis dans les différents espaces de façon très, très claire, comme dans la tête de l'artiste. Et c'est vrai qu'il y a des médiums qui ne côtoient pas d'autres. Et Michel Barcelot pouvait peindre et dessiner dans une même salle, mais jamais de la vie on allait voir un travail de céramique ou du plâtre à côté des aquarelles. Donc il y a une évidence des médiums qui sont compatibles entre eux ou pas, et du coup une répartition de l'espace à l'intérieur de l'atelier qui répond à ces évidences de matériaux qui sont compatibles ou pas. Il y a des activités qui sont compatibles ou pas également. Donc, l'atelier comme lieu de travail, bien évidemment, mais surtout lieu de stockage et parfois lieu de présentation, même si la présentation, les œuvres, il fallait surtout cacher les œuvres plutôt que les montrer, dans le cas de Michel Barcelot. Donc, si on parle de l'atelier, il faut bien évidemment parler de qui peuple ce monde étrange de l'atelier de l'artiste, parce que l'artiste, de nos jours, c'est très rare qu'il soit seul dans son activité. Donc, l'artiste est accompagné d'une équipe. Elle peut être très réduite, elle peut être plus importante. Dans notre cas, de Michel Barcelot, et je dis tout le temps atelier parce que pour moi, l'atelier, c'est le lieu où l'artiste travaille, où il met les mains à la pâte. Ce n'est pas un studio où il a des équipes qui travaillent pour lui. Pour moi, l'atelier de Michel Barcelot est un vrai atelier où, jour et nuit, tous les jours, il exerçait son activité d'artiste. Donc, quel est ce monde qui accompagne l'artiste? En fait, il y a une équipe quotidienne. Donc, il y a des piliers dans l'activité d'un atelier. Donc, il y a un pilier très important qui est la régie, l'inventaire, la conservation des œuvres et les transports. Donc, ça, c'est un énorme pilier qui demande beaucoup de rigueur et le suivi de la production de l'artiste qui est, en général, on utilise des programmes, des applications pour inventorier toute sa production. Ça peut être FileMaker, ArtLogic, etc. Donc ça, c'est vraiment tous les artistes que je connais aujourd'hui. Il y a un suivi très, très, très rigoureux de tout ce qu'ils produisent. Ensuite, un autre pilier important dans l'activité d'un atelier d'artiste, c'est la production des projets. Donc, il y a des expositions muséales, des expositions commerciales dans les galeries, il va y avoir des publications, des collaborations, des performances. Et donc, tout ça est considéré comme un projet, comme une production, et c'est géré de A à Z de façon très professionnelle. Il y a un autre pilier fondamental, c'est le côté administration. Dans un atelier d'artiste, comme dans toute entreprise, et c'est le cas de le dire, il faut gérer le personnel, il faut embaucher, il faut facturer, il faut payer les fournisseurs, il faut être en lien avec le comptable, il faut authentifier les œuvres. Donc, il y a toute une famille d'activités très terre à terre en lien avec l'administration que n'importe quel atelier d'artiste doit aborder, bien évidemment. Et finalement, si on peut parler de piliers, il y a un autre pilier qui est assez important et que là, selon les artistes, il va être géré différemment, c'est la communication. Aujourd'hui, je vois de plus en plus, et tout le monde pourra le lire, les artistes plus jeunes qui sont très présents dans les réseaux sociaux et qui gèrent eux-mêmes leur communication. Donc, Instagram est devenu un outil incontournable. Dans le cas de Michel Barcelot, communication.
il ne fallait surtout pas communiquer dans les réseaux sociaux. D'autres acteurs culturels communiquaient pour lui. Donc, c'était une présence par la non-présence. Et donc, dans le pilier de communication, il y a les relations publiques, les relations quotidiennes avec la presse, avec les différentes demandes qui arrivent, avec les galeries. Et donc, il faut vraiment, au jour le jour, et communiquer sur les projets en train d'être réalisés, les projets à venir, les projets terminés. Et ça, c'est vraiment un élément très, très présent dans l'activité de l'atelier. Donc, finalement, cette population, ces permanents qui travaillent avec l'artiste ne sont pas très nombreux dans le cas de Barcelone. On était deux. Donc, il y avait un côté très atelier et un côté très production. Donc, entre deux personnes, on se répartissait les tâches. Mais il faut aussi pouvoir compter sur des intervenants indépendants ou freelance, parce que selon la quantité de projets, il faut pouvoir de façon organique répondre aux besoins et donc pouvoir compter sur des collaborateurs indépendants. Donc finalement, la quantité de personnes qui côtoient l'artiste sont très réduites dans le cas de Miquel Barceló au quotidien, mais elles sont beaucoup plus importantes dans tout ce qui est en lien avec les œuvres. Par exemple, si M. Barceló va faire une famille de gravures, il va avoir besoin de son graveur ou des lithographies. Et donc, il y a des collaborateurs, des artisans qui sont très fidèles et avec qui on peut compter régulièrement, qui sont essentiels pour le bon déroulement de l'activité de l'artiste. Donc, outre les graveurs, comme je disais, ça peut être René Tassé à Paris, ça peut être Atelier Clos Bromsen, ça peut être idem. Donc, il y a plein d'intervenants différents. En céramique, c'est essentiel parce que selon les œuvres, il peut y avoir des œuvres très importantes où il faut pouvoir compter sur l'expertise et des études, des bureaux d'études qui peuvent vérifier le projet de façon plus large. Par exemple, la cathédrale que Miquel Barceló a fait à Majorque, il fallait des ingénieurs qui valident la stabilité et le projet en soi. Donc, il faut toujours que l'artiste puisse compter avec tout ce deuxième cercle d'artisans et collaborateurs qui vont travailler avec lui et pour lui. Il y a bien évidemment les fondeurs, les maîtres verriers et tous les artisans qui vont pousser les limites de leur activité pour pouvoir répondre à l'idée géniale de l'artiste. Mais il me semble aussi essentiel de signaler l'importance de quelqu'un comme moi. Je ne me rendais pas compte avant d'entrer dans l'atelier de Miquel Barceló l'importance de ce rôle, mais il y a le fournisseur de matériaux de beaux-arts qui est une personne essentielle. J'ai vu pendant 10 ans Philippe Marin, qui non seulement répondait de façon ultra efficace, rapide et toujours rapide aux besoins de l'artiste, en châssis, en pigments, en toile, en tout ce que l'artiste avait besoin, mais aussi il prenait l'avant et proposait des nouveaux matériaux, des nouvelles matières et accompagnait l'artiste dans la découverte de nouvelles perspectives. Donc, je tiens vraiment à souligner, le rôle essentiel du fournisseur de matériaux de beaux-arts. Donc voilà, ça c'est la petite population qui peuple ce lieu incroyable. Et donc, on va essayer d'aller vite et de parler de l'atelier comme la zone de contact, comme l'interface entre l'artiste et le reste du monde. Il faut dire qu'aujourd'hui, les galeries, les artistes sont devenus des acteurs essentiels dans l'activité de chaque artiste. Par exemple, dans le cas de Miquel Barceló, il y avait toute une constellation de galeries qui se répartissaient le monde, et on est encore dans la métaphore de la géographie. Donc, il y avait une galerie pour les États-Unis, une autre galerie pour l'Amérique latine, plusieurs galeries en Europe, et ainsi de suite. Et le monde était un peu abordé dans sa globalité. Et c'est ce lien-là à privilégier avec les galeries qui permettait d'avoir régulièrement des projets, d'être sollicité pour des expositions muséales, de rencontrer des nouveaux collectionneurs, et ainsi de suite. Et donc, c'est grâce à ce lien avec les galeries que les différents projets arrivaient à l'atelier. Et donc, l'atelier en soi est essentiel pour pouvoir accueillir tout ce monde, rencontrer régulièrement les personnes et pouvoir montrer les œuvres, parce que c'est essentiel, comme on disait au tout début de mon intervention, les aéroports et pouvoir voyager. C'est vrai qu'avec la pandémie, les Zoom, on est l'exemple concret des nouvelles façons de travailler.
Mais pour un artiste, il faut voir l'œuvre, il faut toucher l'œuvre, et il faut être présent avec l'œuvre. Donc, les rendez-vous dans les ateliers restent incontournables et il faut pouvoir accueillir tout ce beau moment. Donc, l'atelier aussi est le lieu, le QG. Hein. Une fois qu'un projet arrive, il faut que de A à Z, il soit réalisé. Il faut constamment communiquer entre les différents intervenants et l'artiste. Et c'est là, par exemple, le rôle de la studio manager. Moi, j'étais la directrice du studio. On fait le lien, on fait le pont et les choses s'avancent en communiquant entre les deux parties de façon régulière. Il faut bien évidemment beaucoup de sens de l'humour, beaucoup de diplomatie, beaucoup de patience et je pense que ce sont des éléments essentiels pour que les informations circulent des deux côtés. Avec les artistes, on est souvent dans des situations compliquées où il y a des besoins, des nouvelles demandes, des changements qu'il faut faire passer. Et je pense que la meilleure façon de faire passer les choses difficiles, c'est avec le sourire et la bonne humeur. Ça donne des résultats très efficaces. Donc, finalement, l'atelier comme interface, bien évidemment, on n'a pas parlé de l'atelier comme interface, les projets, les galeries, les productions, mais aussi c'est le lieu de contact entre la vie publique et la vie privée. Et donc, il faut souligner cette complication dans la vie des artistes, cette perméabilité qu'il faut apprendre à gérer, même si l'atelier n'est pas forcément le lieu de vie aujourd'hui des artistes. Il y a quand même une activité et une vie qui sont complètement intrinsèques. Et donc, c'est vrai qu'on a souvent l'image du génie isolé, torturé, mais bon, non, les génies ont des familles, ont des amis, et ont un entourage, et donc il faut concilier avec cet équilibre privé-public, et donc ça fait partie de l'atelier. C'est marrant parce que ça fait partie aussi de l'atelier, les repas, tous les artistes que je connais, et le moment des repas et la nourriture, c'est les moments où ils rencontrent pas mal d'intervenants, de connaissances, d'amis, des artistes, mais aussi leur famille. Donc, c'est vrai que le repas dans l'atelier est le cœur du problème. Et même, encore une fois, si ça peut sembler superficiel, c'est un moment essentiel dans la communication avec l'artiste. Quand il s'assoit, quand il ne fait pas autre chose, quand il n'est pas en train de créer, mais il est juste en train de manger, c'est le moment où on peut communiquer très facilement avec lui. Donc, voilà, j'ai essayé de faire très vite. J'espère ne pas dépasser le temps qui m'a été donné. Mais voilà, donc ça a été une façon très rapide de vous dire que le lieu, de par son emplacement, est essentiel. L'intérieur du lieu, pour que l'artiste puisse créer en harmonie avec ses médiums et ses intentions, est essentiel. Mais aussi, il faut faire cohabiter tout ce petit monde et ce grand monde qui travaille avec lui. Ça peut sembler assez hétéroclite et bizarre, mais finalement, c'est une chorégraphie très précise et rigoureuse et ce sont des collaborations très minutieuses qui se mettent en place avec les galeries. Et donc, le désordre des pinceaux qu'on peut voir, et en fin de compte, c'est une horloge suisse où la production des projets se fait de façon très efficace et donc, on ne peut pas imaginer tout ce qui se passe dans un atelier d'artiste. Merci beaucoup, Victoria. C'était très riche et en effet un écho avec les trois premiers exemples présentés. Donc, on se rend bien compte exactement de la présentation qui vient directement de l'intérieur du studio, de l'hybridité du lieu qui fonctionne entre la mini-industrie culturelle, le musée et vraiment un lieu de vie, qui, avec son intimité, impose des limites. Et maintenant, donc, je propose qu'on passe du coup à la présentation d'Océane qui va permettre de se détacher du terrain et situer davantage les exemples vus dans le contexte plutôt des politiques publiques et sous l'angle de la diplomatie culturelle, même si Océane aussi est engagée dans la création. Elle est directrice de la galerie qui s'appelle Una. Et avec Alia Zal, elles font partie toutes les deux de ce projet
qui finalement prend ses racines il y a plusieurs années en amont. Depuis son master, Océane s'intéresse à l'émergence des marchés de l'art jusqu'à mener une thèse sur intitulée « La diplomatie culturelle française dans les pays de conseil, de coopération et du Golfe » sous la direction du professeur Alain Quément. Donc, cette recherche amène Océane d'intervenir dans nombreux projets et commissariats d'exposition où elle rencontre Alia Zahal, qui va être son binôme pour finir notre soirée, qui est également un commissaire à Louvre Abu Dhabi, mais aussi qui mène sa thèse à l'université de Paris 6 depuis 2015. Donc peut-être Alia, tu pourras nous raconter un peu plus sur ta thèse parce que on n'avait pas beaucoup d'éléments sur comment ça se passe, tandis qu'Océane, on se connaît, donc c'est un projet qu'on suit un tout petit peu, donc on sait comment ça s'aborde et on vous félicite d'ailleurs pour cette quantité de travail que vous menez sur tous les fronts et on a hâte d'entendre votre présentation. Merci beaucoup. Alia, je te laisse si jamais tu veux activer ton micro. Et je vais commencer par OK. Voilà. Alors, bon, déjà, merci beaucoup pour cette invitation, Marie et Lina, à présenter aujourd'hui une partie des projets que nous avons menés ensemble en binôme avec Alia. Donc, ma présentation est en train de charger, elle devrait s'afficher. Donc, juste rapidement pour introduire notre sujet, donc Alia et moi avons aujourd'hui décidé de discuter des circulations, on aurait aussi pu dire mobilité transnationale, et de leur impact sur la création artistique. Donc, comme Lina l'a mentionné, je suis actuellement doctorante à la Sorbonne Nouvelle Paris 3 et directrice de la galerie ONA. Et auparavant, j'étais chargée de mission pour le programme culturel franco-émirien, Dialogue avec le Louvre Abu Dhabi. Et c'est dans ce cadre que j'ai rencontré Alia Zahal, donc Alia qui est avant tout une artiste. Et c'est aussi son regard d'artiste et son expérience d'artiste qu'elle va mettre aujourd'hui en avant. Alia est aussi une commissaire d'exposition qui a travaillé pour de nombreuses institutions, dont le Louvre Abu Dhabi, mais aussi le Musée des femmes à Dubaï, la Fondation culturelle à Abu Dhabi, et qui a aussi supervisé des expositions personnelles de plusieurs artistes aux Émirats. Et donc, à travers notre présentation aujourd'hui, l'idée était d'aborder les circulations artistiques transnationales, donc qui ne sont pas un phénomène récent, loin de là, puisque les artistes ont choisi de se décentrer, de changer de ville, de changer de pays, pour aller se confronter à un environnement nouveau, pour se confronter à des pratiques artistiques, à des mouvements intellectuels, à des dynamiques particulières, en rejoignant des centres d'art qui peuvent être des centres d'art de proximité ou à l'étranger. Et donc, ces circulations artistiques peuvent se produire dans différents cadres. Donc, tout d'abord, il y a bien sûr la circulation, la mobilité individuelle, donc un cadre où l'artiste décide de lui-même, de manière individuelle, de justement effectuer ce décentrement, ce déplacement, de quitter son atelier, parfois pour toujours, pour aller s'installer à l'étranger. Mais il y a aussi un cadre qui est un cadre plus institutionnel, disons. Donc nous avons juste, pour éviter de faire trop de théorie aujourd'hui, puisque c'est un peu la consigne donnée, je vais juste rapidement revenir sur deux notions phares ici. La première est celle de diplomatie culturelle. Donc la diplomatie culturelle, tout simplement, c'est un rapport d'un État à un autre État, dans lequel la culture va être utilisée par l'un ou l'autre, ou les deux États, pour répondre à de multiples enjeux. Donc souvent, celui qu'on met en avant, c'est l'objectif de renforcer les relations bilatérales, d'approfondir les relations culturelles. Mais derrière ces enjeux, il y a aussi tout un faisceau d'enjeux parallèles et qui sont liés, dont par exemple des enjeux économiques, renforcer l'attractivité du territoire,
mettre en avant la création contemporaine ou encore les savoir-faire traditionnels, ou encore, pour reprendre le concept développé par Joseph Nye, pour augmenter son soft power. On reviendra un peu sur toutes ces notions si nécessaire dans la discussion. Donc, ce cadre de diplomatie culturelle est un cadre qui est assez restreint, mais qui, quand même, depuis aujourd'hui plus d'un siècle, a permis de nombreuses circulations, justement, d'artistes, auxquels on pourrait également adjoindre, évidemment, les intellectuels, les archéologues, les penseurs, les universitaires, etc. Mais dans ces projets, il y a, comment dire, un cadre plus large qui est celui des relations culturelles internationales, qui, elles, ne s'effectuent pas seulement d'un État à un autre, mais mettent aussi en jeu un faisceau d'acteurs, donc des acteurs aussi bien publics que privés, qui peuvent donc décider de monter un programme ensemble, que ce soit une résidence, une exposition ou tout type de projet, pour, encore une fois, permettre cette circulation. Alors évidemment, que ce soit la diplomatie culturelle ou les relations culturelles internationales, on ne peut pas se passer des artistes, puisqu'il serait tout de même difficile de faire une circulation artistique sans artistes. Et peu importe le cadre, finalement, les artistes restent au centre de ce processus. Donc ça, c'est pour poser un peu le cadre. Et si on a choisi de parler de diplomatie culturelle et de relations culturelles internationales, c'est parce que nous allons vous présenter deux projets sur lesquels nous avons travaillé conjointement, Alia et moi, avec à chaque fois des rôles différents, mais je reviendrai sur ce point. Et donc, le premier projet est Collab, le second est l'impressionnisme revisité. Et pour aborder le projet de Collab, nous allons, si cela fonctionne, juste vous présenter une petite vidéo qui dure 1 minute. Donc, c'est une vidéo qui a été réalisée à la fin du projet. Donc, on commence à repose-poil, dans lequel Alia, qui était la commissaire d'exposition du projet Collab, présente en quelques lignes, plutôt en quelques secondes, ce projet dans son lieu d'exposition final, qui est le Louvre Abu Dhabi. Donc, je vais juste... We started the program without having a concept in mind. Slowly, the concept of time appeared. I'm Alia Zahaluta. I'm an Emirati national. I work as the assistant curator for modern and contemporary art. I do the collab contemporary art in Sabah. The selection was about 15 artists based in process. In all the appearance, see that the voice of the artist is as loud as the voice of the manufacturer. Walking around this installation, you feel like it moves in the same way the maps move on our phones where they're unstable. Once the words were installed, looking at them all together, it just gave me this satisfying feeling because they're all speaking to each other. Alors, dans cette vidéo, donc, désolée, c'était en anglais d'ailleurs, je n'ai pas fait attention à la question de la langue. Mais donc, l'idée dans ce projet, en fait, la jeunesse de ce projet, plutôt pour commencer, c'était un projet qui était à l'origine purement un projet diplomatique, puisqu'en fait, c'est un projet qui a été créé dans le cadre du programme culturel franco-émirien, Dialogue avec le Louvre Abu Dhabi, donc qui a duré 2 ans. Et pendant ces 2 ans, j'ai travaillé pour ce projet, qui était donc un programme à l'initiative des Émirats arabes unis, qui a été porté par l'autorité pour la culture et le tourisme, et en France par le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture et l'Institut français. Et dès le départ, il y avait une idée qui était celle d'unir et de célébrer la création contemporaine et le savoir-faire français. Et en fait, c'est là que l'expertise d'Alia, en quelque sorte, est entrée dans le projet, puisque Alia, avec sa qualité à la fois d'artiste et de commissaire, a une connaissance particulièrement fine de la scène artistique émirienne. Et donc, elle a choisi de sélectionner 4 artistes qui ont été proposés ou couplés à des manufactures de luxe françaises. Donc, il y avait Saint-Gobain, Saint-Jules, Mobilier National, Montex, MTX et Alia, j'en ai dit là, MTX. Gobelin, Sèvres, Saint-Jules. Tu as tout à fait raison. Oui. Et donc, en fait, ce projet qui au départ était très diplomatique, avec des enjeux assez énormes, puisqu'on s'inscrivait dans l'ouverture du Louvre Abu Dhabi, finalement, c'est un projet qui, de cette première dimension diplomatique, est devenu ce qu'on pourrait appeler un atelier de compétences,
où ces 4 artistes en fait, ont effectué plusieurs résidences, ont presque recréé des nouveaux ateliers de création, des studios de création en France, donc dans un territoire qui souvent leur était assez méconnu. Et ils ont dû travailler avec des artisans qui, eux, possèdent des techniques, des contraintes techniques très spécifiques pour donner naissance à des projets. Donc, Alia va vous présenter, j'espère que je ne parle pas trop, mais va vous présenter chaque projet rapidement en vous faisant une présentation à la fois de l'artiste, de l'idée de départ et des contraintes en quelque sorte qui ont été à prendre en compte, la manière dont ces contraintes, mais aussi ce décentrement, a pu influencer à la fois leur pratique et le projet final. Donc on commence avec Zénab. Alia, je te laisse prendre la parole. Bonsoir. Merci pour la présentation et merci pour expliquer, Océane. Je peux commencer avec Zénab El-Hashimi. Zénab travaille beaucoup avec des matériaux différents comme le métal, glace et des matériaux qu'on utilise pour construire. Et c'est très intéressant parce que Zénab a travaillé aussi avec des sculptures très grandes et monumentales, on peut dire, et avec des matériaux industriels. Mais dans cette collaboration, c'était intéressant de travailler avec la verrerie de Saint-Just parce que dans cette verrerie, l'artisan travaille avec une technique très ancienne. Et pour Zénab, elle était dans la manufacture à Saint-Gobain et elle a choisi les couleurs de Saadiyat Island, elle est l'île où le Louvre Abu Dhabi est construit. Et cette œuvre, l'exposition parle de temps. Et pour chaque artiste, chaque artiste parle de temps dans une différente manière ou philosophie. Et pour Zénab, elle parle du temps contemporain à Dubaï ou Abu Dhabi ou l'Émirat en gros. Mais c'est vraiment le développement de cités et des îles naturelles et pas naturelles avec des endroits on peut entre le man-made, les industriels et le naturel. Et je veux envoyer des liens pour voir les œuvres en vidéo après si vous êtes intéressés. Mais si vous marchez à côté de cette installation, le verre, it moves. C'est comme une vibration des couleurs. Et en fait, c'est très intéressant parce que Zénab parle de le changement dans les maps, dans les Google Maps ou n'importe quoi. Les images de satellites sont aussi pas stable. Statique. Oui. Et il y a des fois, si on veut aller à une destination, the map, il bouge comme un glitch, like a technical glitch. Et pour cette œuvre, quand on tourne autour de les mèches, on peut voir cet mouvement, cette glitch en temps contemporain, mondial, avec tout le monde online, etc. Le deuxième artiste, c'est Taline avec Sèvres. Et Taline a choisi de parler de l'idée de temps dans le sens d'archéologie.
les strata, on peut dire, de terre vont indiquer certaines périodes dans l'histoire du monde. Et elle a choisi le sable de plusieurs endroits, des endroits archéologiques dans différents émirats, dans l'Émirat arabe uni. Et il y a des endroits qui sont vraiment très, très anciens, Bronze Age et avant. Et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'histoire de l'Émirat, c'est seulement avec la fédération ou la formation de l'Émirat, mais l'Émirat, c'était un endroit où aussi les trade routes ont passé des thousands of years, avec des civilisations de Mésopotamie, de beaucoup des endroits. Et c'est intéressant de faire, c'est très important aussi de dire que c'est une collaboration et pas sponsorship ou mécénat ou funding. Pour Tallinn, avec Sèvres, ils ont choisi des œuvres ou des pièces qui sont iconographiques. Et pour Sèvres, l'idée avant, quand the king, il veut que les peintures historiques seront dans une forme sculpturelle avec les matériaux comme la céramique pour rester for immortalizing. Pour rendre éternel. Oui, ok. Et après, le troisième, et l'œuvre était vous voyons dans les sites, on the videos. Khaled Shafar a travaillé avec Mobilier National et il a créé une tapis qui est 30 mètres, mais le hauteur est pas très haut, 40 cm ou 50, je crois. Okay. Et l'idée de cette tapis que c'est l'idée de temps plus tranquille, plus naturel, primitif, de savoir le temps du soleil. Et on peut voir les couleurs pour chaque heure de jour. Donc, on a 12 heures qui répètent, mais après chaque saison, l'été a une certaine vibration, l'automne, le printemps, etc., l'hiver. Oui, mais c'était très intéressant pour Khaled de travailler dans le plus important lab un théoriste de couleurs, Eugène Chevreul, qui est très important pour Khaled de voir les thousands of des couleurs, beaucoup de couleurs qui peut choisir la représentation de chaque saison. Et pour nous, moi et Khaled, on est de Dubaï, il y a une saison, l'été, mais l'été un peu froid. Parfois, c'est très intéressant de voir et discuter. Comme Zeynep avec le verrerie, elle a demandé d'avoir un bleu, mais ils ont produit une couleur qui est comme l'Atlantique, le bleu de l'Atlantique. Et elle a dit, oui, c'est l'océan, mais c'est pas l'Atlantique, c'est
l'autre, Indian Ocean. Les couleurs, je crois que cette collaboration dans ce sens de aussi, parce que c'était 2 ans, pour discuter les idées de langue, de perception des couleurs, de temps. C'est très intéressant pour voir les 3, maintenant j'ai parlé de 3 types de temps. Et avec le dernier artiste, Vikram Devesha, il a choisi de parler d'une œuvre de Claude Monet, c'est Gare Saint-Lazare, et c'était prêté par le Louvre Abu Dhabi de Musée d'Orsay pour l'ouverture pendant quelques années. Et Vikram a choisi cette peinture parce qu'elle parle de l'industrialisation et comment on a commencé d'avoir le solar time ou le temps qu'on a aujourd'hui. Et cette œuvre était très intéressante parce que Vikram est un artiste conceptuel et il a choisi de faire une recherche sur cette peinture et il a lu une lettre de Claude Monet à, je crois que c'est peut-être Émile Zola ou un autre artiste ou poète. Et il a écrit qu'il veut que le train de Rouen à Paris se retard pour une demi-heure ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas très sûre des détails, mais c'est ça l'idée. Et c'est pour voir le soleil coucher dans cet paysage. Et Vikram a recherché aussi l'idée de temps et comment quand les trains ont commencé à voyage, traveling, oui. Ils ont mis quelques minutes pour cette, on peut dire, flexibility pour les gens, pour être habitués à arriver sur le temps qu'ils ne sont pas habitués d'avoir le temps qu'on ça aujourd'hui. Donc, Vikram a visité le RTP, c'est RTP Océan? SNCF. Oh, SNCF. OK, c'est tellement différent, mais OK. It's RTA in Dubai. OK. So, SNCF, c'est très intéressant et ils ont été très bien et ils ont aidé Vikram énormément. Et ils ont montré Vikram les timetables, les schedules. Oui, les horaires de train qui est très, très compliqué et très grand et en fait comme un tapis, très géométrique, intéressant pour lui visuellement. Et il a demandé si c'est possible de faire le train de Rouen à Paris à Rouen, faire le retard pour Monet, pour célébrer cette œuvre d'art aujourd'hui avec un artiste indien contemporain qui vit à l'Émirat pour l'ouverture de Louvre Abu Dhabi. Et c'était vraiment quelque chose de très intéressant et heureusement qu'ils ont agreed. Accepté. Ils ont accepté et l'œuvre d'art, c'était le délai pour 5 minutes en vidéo. Et à côté de vidéo, c'est ça que vous pouvez voir, la broderie architecturale qui est faite à la main de les broderies, embroiderers de MTX. Et chaque couleur indique le vrai temps, le temps calculé et this kind of glitch aussi qu'on peut dire
avec le temps moderne. Je veux envoyer tous les liens et j'espère que, parce que une photo, c'est pas suffisant, mais pour le temps, on a mis juste une photo et les œuvres qui ont inspiré les artistes. Et comme Alia l'a un peu mis en avant, donc effectivement, on voit à travers ces collaborations qu'il y avait plusieurs enjeux et certains résultats aussi qui n'étaient peut-être pas prévus. Donc, je ne vais pas tous les lire, mais vous pouvez les voir. Donc, ce qui nous a vraiment intéressé, c'était la manière dont ces collaborations ont posé plein de défis en fait aux artistes, aux manufactures, qui ont dû faire vraiment usage de créativité, mais aussi beaucoup de, comment dire, faire à chaque fois des concessions, un peu dans un sens, dans l'autre, mais aussi se découvrir. Et ça, l'exemple, ce que tu disais avec Zénab qui demandait la couleur d'un bleu spécifique marin, mais qui pour les manufactures françaises s'apparentait plus au bleu qu'on connaît, donc le bleu de l'Atlantique, de la Méditerranée, alors que le Golfe, qui est donc le bras de mer qui borde les Émirats arabes unis, et d'un bleu qui est totalement différent. Donc voilà, c'était toujours ces négociations permanentes en quelque sorte entre deux cultures qui nous ont beaucoup intéressés, mais aussi le fait d'avoir ces œuvres par la suite exposées au Louvre Abu Dhabi, ce qui a permis de faire découvrir un public différent du public habituel des manufactures qui sont très implantées dans le territoire français, qui ont des projets à l'international, mais qui n'avaient jamais eu de projet encore dans les Émirats arabes unis pour le coup. Et donc là, c'était aussi une manière de montrer leur savoir-faire, des savoir-faire qui sont souvent très anciens. Et puis pour les artistes, évidemment, cette sortie de l'atelier, à chaque fois, le fait de se déplacer, de devoir remettre en question un peu toutes les pratiques habituelles, de se mettre en réseau, c'est vraiment quelque chose qui les a beaucoup influencés, je crois, et que tous ont d'une manière ou d'une autre continué à apporter dans leur pratique aujourd'hui. Et je peux ajouter one little thing. Quand on a choisi les artistes, chaque artiste avait travaillé avec, par exemple, Taline a travaillé avec le sable. Zénab a travaillé avec le verre et le métal, comme j'ai dit. Et Vikram a travaillé avec les gens. Il a travaillé beaucoup avec beaucoup de gens qui font la recherche. Et c'est comme ça qu'on a travaillé et ajouté cette extra knowledge pour eux. Lina ou Marie, est-ce que vous venez nous indiquer s'il nous reste encore 2-3 minutes ou si nous avons totalement dépassé le temps? Parce que j'aimerais parler rapidement du second projet, mais je crois qu'on s'est un peu étendu. Oui, en fait, on est 19h29, donc on peut encore rester 5 minutes et puis surtout, il faut qu'on veille à discuter après. Okay. Océane, tu peux le faire parce que mon français est un peu... je parle lentement, mais tu peux faire la deuxième, oui. Et merci Alia d'avoir participé en français. Merci beaucoup. Le deuxième projet que je vais donc brièvement essayer de vous présenter, c'est l'impressionnisme revisité, qui est un projet qui aurait dû commencer il y a quelques jours, mais n'a commencé réellement que hier, aujourd'hui, puisque ce projet en fait est une résidence artistique de Alia, donc Alia Zel qui est avec nous ce soir, qui a été invitée à rejoindre l'atelier de Claude Monet à Vétheuil. Alors à Vétheuil et non pas à Giverny, évidemment quand on pense à Claude Monet, on pense souvent à Giverny. Mais avant Giverny, Claude Monet a une autre ville de prédilection qui est celle de Vétheuil, où il a vécu pendant 3 ans avec sa famille et où il a réalisé plus de 150 œuvres. Donc c'est une expérience ou un arrêt qui a eu un impact important dans sa carrière. Et donc il y a 2 structures, donc on a Art, ma galerie, et Yes for Humanity qui est dirigée par Fouzi Mattei et Clément Denis. Qui ont décidé en fait d'unir en quelque sorte nos 2 structures pour permettre à un artiste qui travaille également sur la perception, sur la lumière, sur l'environnement, de se rendre dans cet ancien atelier de Claude Monet qui est extrêmement bien préservé pour en quelque sorte mener des recherches sur la pratique du maître des impressionnistes, disons, mais aussi pour en quelque sorte insuffler un peu un nouveau souffle à sa propre pratique artistique. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une résidence en 2 temps ou en 2 volets. Donc, Alia a rejoint hier sa résidence où elle restera pendant 3 semaines pour une phase uniquement de recherche
Donc, elle va se rendre aux archives qui sont conservées à Giverny. Elle va se rendre dans tous les lieux où Monet a peint depuis l'extérieur. Donc, il a fait beaucoup de vues, par exemple, de l'église de Véteuil. Il a peint sur un bateau, donc elle y est aussi sur un bateau. Au cours d'une deuxième place qui est la place de création, où pendant 2 mois, Alia sera sur place, toujours, à Véteuil, pour créer sa nouvelle série d'œuvres qui sera ensuite exposée à la fois à Véteuil, puis à Dubaï, donc aux Émirats arabes unis. Donc là, on est en plein dans cette problématique, disons, du transnational, puisque l'idée, au final, c'était à la fois de permettre à Alia de sortir aussi de son atelier habituel, et comme on l'a vu avec toutes les présentations précédentes, l'atelier, c'est loin d'être un lieu neutre ou anodin, c'est souvent un endroit qui est central pour les artistes. C'est l'endroit où ils créent, où ils peuvent recevoir, où ils réfléchissent, parfois ils détruisent des toiles. Voilà, c'est un lieu qui est quand même très important. Et sortir de cet atelier, essayer de se réapproprier de plus l'atelier d'un autre artiste, c'est une démarche qui forcément fait naître de nouveaux questionnements, qui induit de nouvelles démarches, qui sont parfois des pratiques très pratiques, si j'ose dire. Par exemple, Alia fait plusieurs séries où elle peint depuis sa fenêtre. Et si elle peint depuis sa fenêtre aux Émirats et pas à l'extérieur, c'est qu'il y a plusieurs considérations pratiques, par exemple les températures élevées, ce genre de choses. Or là, pour la première fois en quelque sorte, là si j'exagère avec les termes, n'hésite pas à le dire, mais pour la première fois, elle va pouvoir réellement aller peindre en plein air, par exemple, et travailler sur la lumière, sur les paysages, directement depuis l'extérieur, en sortant tout simplement de l'atelier, que ce soit le sien ou celui de Claude Monet. Par ailleurs, il y a aussi un enjeu de mise en réseau, puisque dans cette ville de Véteuil, il y a de nombreux artisans qui sont installés, donc des artisans qui travaillent sur un peu tout type d'artisanat, le textile, le bois, etc. Et l'idée de cette collaboration, c'est vraiment aussi de revitaliser le territoire en permettant, à travers cette résidence et à travers son, des expositions qui seront après, qui viendront un peu couronner ce travail, à la fois de mettre en avant le savoir-faire de ces artisans, les amener à travailler sur un autre projet, tout en amenant Alia à travailler avec de nouveaux médiums aussi. Et après, encore une fois, on revient sur la question des publics, puisque l'exposition, dès le départ, en fait, a été pensée comme étant une exposition sur 2 villes, 2 pays, donc, avec cette idée d'à la fois remettre en avant l'histoire de l'art en faisant connaître encore davantage Claude Monet aux Émirats, mais aussi en invitant une artiste émirienne à travailler en France. Il n'y a pas beaucoup d'artistes émiriens non plus qui travaillent en France, donc on est aussi dans cette démarche de circulation, en quelque sorte, entre les 2 pays. Donc, j'avais juste mis quelques peintures d'Alia qui étaient plutôt des travaux. Donc, ça, ce sont des travaux. Alia, tu veux en parler peut-être No, you can. D'accord. Donc, Alia, par exemple, pour cette série, avait travaillé, était partie d'un fonds d'archives qui était le fonds du club des militaires, du club de l'armée aux Émirats arabes unis, où elle avait sélectionné tout un tas de photos de ces soldats. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que dans l'idée de cette résidence, c'est-à-dire que les Émirats arabes unis, elle en parlait tout à l'heure, c'est un pays qui a été créé en tant que tel, sous sa forme actuelle, en 1971. Et donc, dès le départ, la photographie était très présente. Donc, tout a été documenté par la photo et non pas par la peinture, alors qu'en France, évidemment, les paysages ont d'abord été documentés par la peinture et non pas par la photo, puisque la photo est arrivée plus tard. Et donc là, l'idée, c'est de renverser un peu cette perspective avec cette résidence et de recréer, en fait, à partir d'un point de vue, d'une pratique impressionniste, plusieurs paysages typiques, en partant d'images d'archives également ou encore de souvenirs personnels, d'utiliser ces images comme source d'inspiration pour une pratique picturale et non pas une pratique uniquement photographique. Bon, désolée, je suis un peu en train d'essayer d'accélérer le rythme et du coup, j'ai l'impression d'aller peut-être un peu trop vite. Donc, je vais juste dire merci et puis comme ça, on pourra peut-être répondre aux questions. Ce sera peut-être plus intéressant comme cadre de discussion. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et surtout, Alia, entre 2 avions, on sait que tu es arrivée qu'aujourd'hui dans ta nouvelle résidence. Donc, c'était vraiment très courageux et merci beaucoup d'avoir quand même trouvé le courage d'intervenir. C'est mon plaisir. Alors maintenant, on voudrait
peut-être déjà demander aux participants, est-ce que vous avez des questions, des réactions directes tout de suite maintenant par rapport aux interventions que vous venez d'entendre à exprimer? Donc, levez les mains ou activez le microphone pour qu'on vous voit. Alors, Elodie, est-ce que tu nous entends? Oui, alors il y a une personne qui lève la main, mais depuis le début de la rencontre, donc je ne pense pas que ce soit pour intervenir. D'accord. Et sinon, est-ce que les participants peuvent, les participantes peuvent allumer eux-mêmes leur micro ou c'est toi qui... Je peux m'en charger, il suffit juste qu'il lève la main. D'accord. Donc, puisque nous ne voyons pas encore des mains levées, je me permets. Marie, tu veux ajouter quelque chose pour la fin ou on peut aller avec les questions? Oui, allons sur les questions pour élargir les propos. Juste, je me permets juste, comme il n'y a pas encore de questions, de préciser que normalement dans les spectateurs ou spectatrices, Fouzi, qui est la personne en charge de la résidence à Véteuil, est aussi présente parmi nous. Donc si jamais certaines personnes sont intéressées par le projet, voilà, elle s'appelle Fouzi Matei, vous pouvez aussi lui poser des questions parce que c'est un projet qui est très récent, qui vient d'être lancé et qui me semble rentre assez bien dans la problématique dont on parle aujourd'hui. Donc, voilà. Et je recoupe mon micro. Merci, en effet, parce que dans les trois cas et dans tous les exemples mentionnés, on est plutôt sur le privé, n'est-ce pas? Donc, la première question, c'est et quel est le lien avec le musée? Comment ça coexiste? Est-ce que vous pouvez chacune commenter un tout petit peu parce que les lieux sont vraiment très particuliers, mais je suppose que ces liens, déjà à travers les prêts, je suppose d'abord, et puis il y a certainement d'autres collaborations qui existent. Est-ce que vous pouvez commenter, est-ce que cette coexistence est aisée? Comment ça se passe? Et est-ce qu'il y a des billets déjà prévus ou à chaque fois c'est au cas par cas? Donc voilà. Donc on peut peut-être revenir vers Anne et comme ça faire le tour de toutes les quatre, s'il vous plaît. Oui, alors le lien avec le musée, il peut prendre différentes formes, c'est-à-dire qu'il y a des lieux qui sont créés à partir dans les ateliers véritables et qui sont ensuite ouverts au public et qui sont en quelque sorte muséifiés, et donc qui sont gérés par des institutions qui sont souvent des fondations, pas tout à fait des musées, mais qui fonctionnent presque comme un cadre muséal. Et il y en a un certain nombre que vous pouvez visiter comme ça à Paris. Ensuite, c'est assez fréquent de voir des reconstitutions d'ateliers dans le cadre d'expositions. Et c'est plus ou moins véritable, c'est-à-dire que parfois il s'agit vraiment de reconstitutions sur la base de photographies à partir d'éléments complètement créés pour l'occasion. Parfois, c'est davantage avec des éléments qui sont directement prélevés dans l'atelier au moment de la mort de l'artiste, mais que dans ces cas-là, il y a toujours une forme de décontextualisation, c'est-à-dire que par exemple pour l'atelier breton, le mur de l'atelier breton, il est présenté dans une salle blanche avec une grande vitrine où on n'a pas du tout le cadre en fait de présentation originale de l'atelier. Donc même s'il y a des liens qui sont évidents entre la présentation de l'atelier, l'existence de l'atelier en tant que tel et l'institution muséale, il y a toujours une forme de perte de sens et de contexte une fois que ça rentre dans les collections du musée. Après, il y a des lieux vraiment incroyables à visiter, que ce soit à Paris ou ailleurs, où on rentre vraiment dans les lieux que les artistes ont laissés tels quels. Par exemple, à côté de New York, à Long Island, on rentre dans l'atelier de Pollock tel qu'il a été laissé par l'artiste. On voit toutes les traces de peinture au sol quand il faisait ses drippings. Donc ça, c'est des lieux qui sont restés tels quels et qui sont un accès direct pour le visiteur
au lieu tel qu'il a existé. C'est le cas aussi un peu plus proche de Paris pour Marta Pan, qui a créé sa maison atelier avec André Woginski, qui est un architecte et qui était son mari, qui a été ouvert au public récemment et qui permet complètement de découvrir le cadre originel sans décontextualisation. C'est vrai qu'à partir du moment où c'est présenté dans le cadre d'une exposition, c'est plus souvent de l'ordre du document ou presque du tableau vivant d'un extrait de l'atelier qui s'est présenté. Merci. Victoria? Oui, dans le cas d'un artiste vivant et en pleine création, donc le lien avec le musée, c'est pas évident de parler du lien d'atelier et musée, mais d'œuvre et musée. Donc, bien évidemment, l'artiste va être sollicité pour une exposition, par exemple, et donc le lien va se faire avec le commissaire, avec un angle précis, avec l'équipe du musée. Sinon, il peut être lui, le lien avec le musée de l'artiste, c'est lui en tant que visiteur du musée. Donc, et après, comment ces visites de musée se reflètent dans son atelier. L'atelier est très organique, et il va y avoir des cartes postales affichées partout, des dessins sur les murs. Donc, tant que l'artiste est vivant, l'atelier n'est pas encore figé dans un musée. Et c'est vrai que la seule fois où il y a eu une espèce de tentative d'approche à peu près d'exposer des morceaux d'atelier, c'était en tant que cabinet de curiosité. Et donc, il y a eu une cellule de l'atelier Barcelone comme cabinet de curiosité à Landerneau quand ils ont fait l'exposition des cabinets de curiosité. Et donc là, c'était une première fois. Mais c'est vrai que tant que l'artiste est vivant, ce n'est pas un lien évident. C'est surtout par l'œuvre que les liens se font. Mais je pense qu'il faut attendre de voir si une fondation sera créée, quelle vie va prendre ce lieu quand l'artiste ne voudra plus créer entre ses murs. Moi, sur la question... Merci beaucoup, Victoria. Océane et Alia, pardon. J'allais dire, moi, pour la question du musée, je voulais peut-être justement laisser répondre Alia, mais ce qui m'intéresse peut-être ici, c'est plus le cadre du musée comme lieu d'inspiration aussi pour les artistes vivants qui justement utilisent dans ce cadre plus le musée comme un lieu de recherche aussi, comme un lieu qui archive les correspondances des artistes. Et Alia a fait énormément de recherches avant de venir en France, justement sur les archives, le travail de Claude Monet. Et je vais la laisser peut-être en parler, mais justement, c'est parce qu'elle se rend en France et que les musées existent qu'elle va désormais avoir accès à une nouvelle phase de recherche, disons. Alia, il faudrait que vous allumez le microphone. Hein. Ok. C'est déjà très intéressant pour l'idée de l'atelier et d'être ici pour faire le recherche de l'artiste, de son vie personnelle et aussi juste pour voir des vidéos, footage de lui. Il y avait quelques vidéos qu'il regarde comme un scanner. Et c'était intéressant de voir tous ces détails qui ne sont pas nécessairement écrits dans une manière très claire ou directe. Et pour moi, j'étais curieuse de voir la vie de l'artiste pour, comme Victoria a dit, de comprendre la vie de l'artiste personnel. C'est comme on enlève une voile sur la production de l'artiste. Mais c'est aussi intéressant pour voir l'atelier de l'artiste aussi comme un endroit d'un collectionneur qui sera un musée peut-être, comme les photographes qu'on a vus, toutes les artistes en fait qui collectent, ils collectent comme la cabinet de curiosité. André Breton a présenté cette œuvre dans Modernité plurielle à Pompidou, dans une manière, comme Anne a dit, juste l'œuvre. Mais toutes les artistes, si vous pouvez voir avec
carefully, on peut voir que c'est le goût de l'artiste qu'il ramasse des choses, peut-être quelque chose par terre avec quelque chose qu'ils ont acheté de puces ou quelque chose plus intéressant, technologique, n'importe quoi. Toutes les œuvres ensemble ou les collectibles ensemble, c'est aussi comme un musée dans la manière que l'artiste pense, que l'artiste voit, que l'artiste comprend aussi. Je crois que c'est intéressant de faire part of le musée comme Brancusi, l'atelier de Brancusi à Pompidou. C'est intéressant parce que c'est comme une œuvre d'art, je crois. Oui, tout à fait, ce qui fait penser. Et nous avons une participante qui s'appelle Fouzi Mati qui voudrait juste ajouter, mais donc elle a mis une note que le lien avec le musée des impressionnistes était fait notamment avec la Fondation Monet par ouverture des archives. Et il y a aussi une autre intervenante qui a demandé, ou plutôt, c'est plutôt question-remarque ou question-suggestion, c'est que les artistes donc exposent leur atelier, en effet, on a bien compris, comme une œuvre, quelque part, comme une création en soi, mais est-ce qu'il y a des artistes qui en résistent, qui exactement font peut-être face à cette muséification? Et là, j'adresserai ça à Anne, parce que celle qui a évoqué au tout début. Et donc, est-ce qu'il y a certaines résistances à ce mouvement de l'ouverture de l'atelier? Qu'est-ce qui se passe entre les artistes? Oui, il y a des artistes qui refusent catégoriquement déjà qu'on visite leur atelier. Ou qui doivent vraiment être convaincus, avec qui on doit parler pendant très longtemps avant qu'ils nous laissent accéder en fait à cet espace qui est un espace de travail, mais qui est aussi, sans être un espace privé, c'est un espace un peu à la frontière entre le privé et le public, mais qui est un espace en tout cas intime, où ils révèlent une part d'eux-mêmes qu'ils n'ont pas forcément envie de partager avec tout le monde. Donc, il y a des artistes pour qui ça n'a aucun sens de montrer le cadre de cet atelier. Il y en a pour qui c'est même le sujet presque un sujet de réflexion en tant que tel. Il y a aussi des artistes qui vont s'intéresser à l'atelier d'autres artistes et qui vont y créer des œuvres. Donc, ça peut être le cœur de la réflexion, mais ça peut être aussi un lieu qui est tenu secret et que les artistes veulent garder comme tel. Il y a aussi des artistes, par exemple, comme Xavier Veillant, qui fonctionnent presque comme une entreprise, mais dans le sens, un sens positif, de groupe de travail, de séparation des tâches, d'échanges en permanence, etc. Et qui parle beaucoup de cette question de l'atelier comme d'un lieu ouvert à l'échange et à la discussion, et donc un lieu ouvert aussi sur le monde où ils accueillent volontiers les chercheurs qui réfléchissent à ces questions. Et ce n'est pas du tout le cas de tous les artistes. Et la tendance, donc, c'est plutôt vers l'ouverture ou plutôt vers que ça reste un lieu secret? Alors la tendance, j'aurais du mal à, à le dire avec mes faibles recherches. Mais je pense que... Enfin, c'est un lieu, je pense, ouvert dans un cadre de petits groupes, pour le dire simplement, que ce soit les amis, les collectionneurs, les galeristes, les autres artistes, etc. C'est plus compliqué pour l'ouvrir à un public plus large parce que ça n'a pas forcément de sens pour eux, mais ça peut-être Victoria pourra l'expliquer mieux que moi. C'est tout à fait ça. Dans le cas de Michael Barcelo, l'atelier est ouvert aux interlocuteurs pour les projets ponctuels. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça va être les commissaires d'expo, les décideurs, les directeurs de musées, ces galeristes, quelques collectionneurs et son entourage direct. Mais
Et il est hors de question qu'il y ait des visites de public par groupe de 2, 3, 4, 5, 6. Ce n'est pas non plus comme l'atelier de Xavier Veillon, que pour moi, l'atelier de Xavier Veillon, c'est plus un studio. Et atelier Barcelone, studio Veillon, c'est pour moi. Et non, l'atelier de Michael Barcelone est un lieu privé, intime. Et c'est pour ça que si moi j'ai montré des photos des livres publiés, c'est parce que tous ceux qui visitent l'atelier, qui connaissent l'atelier, respectent le lieu et restent discrets. D'accord. Donc finalement, on peut résumer que l'atelier et le studio restent vraiment un lieu plutôt moins connu par rapport à la résidence qui, elle est plutôt en partenariat déjà public. Et dans ce cas-là, dans l'échelle, elle sera le plus institutionnalisée des trois, je pense, n'est-ce pas? Alia et Océane. Et donc, on invite Mathieu. Désolée, j'ai perdu votre Non, message. Fouzi vient de m'écrire, elle a dû se déconnecter malheureusement, mais voilà. Ah mince. Oh là là. On n'est que Donc, on a partie remise. perdu la question. C'est pas grave, mais elle m'a dit que déjà trouvé le thème super et donc je pense que vous aurez qu'elle sera présente lors des prochaines conférences pour vous écouter. On n'est que partie remise. Merci. Merci Océane. Bah, exactement, il nous reste 7 minutes, donc je profite de dire que c'est que le début, donc on vous espère nombreux et bien sûr, ceux qui participaient ce soir, vous êtes tous chaleureusement invités le 30 novembre où on va s'attaquer à la question des résidences exactement pour voir parce que donc on a vraiment eu l'intention de prélever les tensions sur le terrain pour voir qu'est-ce qui se passe et quel est le cadre. Donc, je pense que les cas un tout petit peu limites avec les studios et les ateliers exactement ont permis bien de voir que le cadre, il existe. Et ça sera intéressant maintenant de le voir un peu avec la vision panoramique. Ce qui va se passer le 30 novembre, c'est qu'on a une intervention des arts en résidence. Je ne sais pas si vous connaissez, mais eux, ils ont Macval en ce moment en résidence. Donc, c'est une résidence qui se passe directement dans un musée. Et puis, on aura le retour d'un artiste en résidence, mais qui a travaillé plutôt en partenariat avec la mairie et l'école. Donc, c'est encore un autre type. Et je pense que ces résidences-là sont beaucoup plus nombreuses, en fait, finalement, que juste avec une fondation. Parce que ce qui est évoqué à l'IA, moi j'ai plutôt tendance de rencontrer des résidences qui fonctionnent vraiment en 3 parties, en convention de 3 parties entre l'école, le musée, la mairie et parfois 4e, le lieu. Et ça crée tout un mouvement où l'artiste finalement anime les cours, les ateliers, elle fait son exposition personnelle, ils font la recherche et puis ça, pendant 6 ou 7 mois, ça anime vraiment le lieu quelque part. Mais c'est pas du tout un partenariat évident parce que c'est bien qu'on vise le résultat, on le sent, mais tout le travail qui passe pour la mise en place et la réalisation, on en parle beaucoup moins et c'est là où il y a beaucoup de questions, je pense. Et aussi, je profite de glisser un mot avant que Marie aussi peut-être va faire une petite conclusion de cette soirée, c'est qu'on est en train de diffuser une enquête sur notre association Métis et on sera vraiment reconnaissant si vous pouvez consacrer 5 minutes pour répondre, pour donner votre retour. Et voilà, et donc il y aura le compte rendu aussi dont on se charge et cette fois, on va le faire, on va vous envoyer aux intervenantes pour vérifier ensemble et puis il sera sur le site d'une manière bétonnée à toujours. Marie, est-ce que tu veux conclure? J'ai rien à ajouter. Là, tu as tout à fait bien mentionné à la fois que les inscriptions sont ouvertes pour le 30 novembre et qu'on a donc ce petit questionnaire qui prend à peu près 5 minutes à remplir et qui nous permet de savoir qui sont les gens qui nous suivent et quelles sont les attentes de la part de l'association pour qu'on puisse créer des contenus qui soient pertinents pour nos j'allais dire followers, c'est pas vraiment un terme idéal. Voilà.
Et donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour la semaine prochaine et nous vous retrouvons le mois prochain. En vous souhaitant une très belle soirée.